Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Twitter. Alors, je devine au vu du ton de la question, etc., que c'était plus une question rhétorique, mais ça soulève des problématiques véritablement importante et véritablement intéressante, donc je vais y répondre aujourd'hui. Et c'est sur comment donner envie aux gens d'aller bosser à l'usine. Donc vous voyez, la question elle est posée de telle manière que c'est pour me faire passer pour une souverainiste de gauche. Alors déjà, je crois qu'on a établi déjà il y a une semaine que j'étais d'extrême droite, d'après le magazine Elle, donc mettez-vous d'accord comme d'habitude. Et nostalgique d'une France ouvrière et industrialisée. Alors déjà, c'est pas une question de nostalgie, c'est une question de survie, puisque si on ne produit pas les biens dont on a besoin pour manger, pour vivre, eh ben on va crever. Donc je considère pas que la question de l'industrie et de la production soit une histoire de nostalgie. Ça, éventuellement, peut-être les petits bourgeois parisiens peuvent s'imaginer ça, parce qu'ils s'imaginent qu'ils se sont émancipés des besoins élémentaires de tout le monde, mais en réalité ils vont pas tarder à se rendre compte qu'ils ont comme tout le monde besoin d'une production, parce que sans production on ne mange pas, on ne se soigne pas parce qu'il n'y a pas de médicaments, on n'a pas de biens d'équipement, on n'a pas de gens qui construisent nos maisons. C'est un privilège de petits bourgeois métropolisés que de s'imaginer que la production c'est simplement une question de nostalgie. Moi je fais pas dans le fantasme, je vous l'ai déjà dit ici, moi je suis très orientée sur les questions pragmatiques, les questions politiques certes, mais on reste dans le monde du réel et pas dans le monde des idées. Je considère qu'il faut produire pour pas crever. Surtout dans un contexte où les Chinois vont pas continuer à le faire pour nous très longtemps. Mais c'est encore une autre question. Devront nous expliquer comment ils comptent réindustrialiser dans le contexte d'un marché du travail français où l'offre actuelle refuse de retourner bosser à l'usine. Ça soulève donc une question importante qui est que, bah oui, pour produire, pour travailler dans les usines, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent dedans. Sinon, s'il n'y a pas de personnes, on n'est pas encore arrivé au monde totalement automatisé où on produit sans intervention humaine, effectivement. Bon, là, lui, il me pose la question sur l'industrie. Moi, je vais élargir à tous les métiers de production, que ce soit dans l'agriculture ou dans le monde de l'artisanat. Je pense notamment à tous les chefs d'entreprise qui font des boulots manuels, qui font des métiers de production, que ça soit de la plomberie, à la couverture, en passant par l'ébénisterie et la charpente. Moi j'inclus en fait tous ces métiers-là aussi dans les métiers de production. Donc à première vue, il y a des gens qui tentent d'opposer toutes ces catégories de personnes. Il y a les agriculteurs d'un côté, et puis les ouvriers qui sont salariés, et puis les artisans qui sont des chefs d'entreprise. Et en fait, tout ce petit monde n'aura rien en commun. En réalité, si, ils ont en commun qu'ils occupent des emplois qui sont utiles, en ce sens qu'ils répondent aux besoins des Français. Mais effectivement, ce sont des métiers qui aujourd'hui n'attirent pas pour plusieurs raisons. Déjà parce que tout ce qui est métier manuel, on les a dénigrés. Ça fait 50 ans qu'on les dénigre en disant que c'est des voies de garage, que c'est des métiers nuls, que c'est pas assez élevé et qu'il vaut mieux laisser les Chinois ou les enfants chinois travailler à notre place à ces métiers bassement manuels et que nous, Français, on voudrait mieux que ça et qu'il faudrait qu'on intègre tous des écoles de commerce ou des facs de sociologie qui ne servent strictement à rien pour finir consultant ceux qui ne servent strictement à rien et qui ne produisent rien, mais par contre qui captent énormément de la richesse produite en amont. Donc je le rappelle encore une fois, mais la seule source de création de richesse, c'est bien la production, et notamment la production matérielle de ce qui est utile et essentiel à notre survie. Voilà, sans production, il n'y a rien. Ton consultant n'existe pas s'il n'y a pas de production. Le spéculateur à Wall Street, il spécule sur la base de biens produits malgré tout, même si ensuite il crée de l'argent, on ne sait pas comment. Mais ça n'a aucune valeur dans le monde réel et dans le monde matériel puisque l'argent de la finance de Wall Street, on ne le mange pas toujours. Et ton fonctionnaire, eh bien s'il n'y a pas de production de richesse dans le pays, eh bien il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État pour le payer. Et il faut couper dans les budgets. Voilà, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui parce qu'on n'a plus d'usines, qu'on a délocalisé tous nos moyens de production à l'étranger et que du coup, on est dans la merde. Donc en plus du fait d'avoir complètement dévalorisé les métiers manuels, d'avoir survalorisé les métiers
je sais même pas comment le dire, tellement c'est des trucs totalement inutiles, de parasites, le consulting, la publicité, le marketing, enfin voilà. Deuxième raison, bah, évidemment la formation, je suis désolée, mais les lycées professionnels, les lycées agricoles, aujourd'hui on y envoie qui? On y envoie les mauvais élèves comme dans des voies de garage, voilà. C'est triste à dire, mais c'est comme ça, hein. Ça aussi c'est la conséquence de la dévalorisation des métiers manuels qui accourt depuis 50 ans. Il y a une cinquantaine d'années, être ouvrier, c'était pas une honte, travailler de ses mains, c'était pas une honte, au contraire en fait. C'était une fierté, parce qu'il y avait l'idée qu'on faisait quelque chose, on était capable de créer quelque chose de ses mains. Et ensuite, troisième raison, et pas des moindres, les gens travaillant dans le secteur de la production, aujourd'hui, sont les plus taxés et sont les plus mal payés. Il faut le dire. Il faut le dire, que ce soit les agriculteurs qui travaillent comme des malades 7 jours sur 7, 80 heures par semaine pour même pas se ramener un SMIC à la fin du mois, qui en plus ont un deuxième boulot hein, qui est de remplir toutes les conneries administratives. Par contre, le gars qui vient chez l'agriculteur pour contrôler qu'il a bien fait le curage d'un fossé, pour pouvoir cocher ses heures et qui lui bosse 35 heures, parfois même payé comme fonctionnaire pour aller vérifier, lui il est 3 fois plus payé que l'agriculteur. Est-ce que c'est normal? Absolument pas. Voilà. De la même manière, dans une entreprise, le consultant en communication pour les stratégies marketing qui a un emploi de cadre est 15 fois plus payé qu'un ouvrier qui fabrique de fait le produit fini. Là aussi, est-ce que c'est normal? Je ne le pense pas. Et je vais quand même mentionner les chefs d'entreprise, tous les gens qui travaillent dans le domaine de la production et qui ont des petites entreprises ou des entreprises individuelles, qui eux croulent sous les charges. Les indépendants qui se font taxer entre la TVA, l'URSSAF, toutes les cotisations et les taxes derrière, c'est quasiment 70% de leurs revenus réels qui dégagent en fait, qui se retrouvent à financer des jobs de consultants dans des structures parasites subventionnées par l'État pour donner des conseils à d'autres entreprises start-up parasites pour financer la transition écologique dans leurs locaux. Je veux dire, voilà, de fait, les producteurs, qu'ils soient artisans, ouvriers ou paysans, sont soumis à une pression financière qui est beaucoup plus forte que les autres corps de métier. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas l'entendre, hein, et notamment, je pense, aux fonctionnaires qui n'ont absolument aucune idée de comment ça marche aujourd'hui pour les entreprises, au niveau des cotisations, au niveau des taxes et au niveau des impôts, mais c'est la réalité en fait. Donc ça va me faire une excellente transition pour passer à la réponse à la question, maintenant qu'on a identifié les causes du problème. Bah ça commence par là en fait. Ça commence par des avantages fiscaux et sociaux pour tous les gens qui travaillent dans les secteurs de la production. Pour tous les gens qui font des métiers d'intérêt public en fait. Parce que, encore une fois, agriculteur c'est un métier d'intérêt public. Consultant pour McKinsey, non. Fabriquer des voitures, des machines à laver ou des médicaments, c'est d'intérêt public. Réfléchir à une stratégie de marketing, d'influence sur les réseaux sociaux pour une start-up qui vend des solutions connectées qu'elle ne produit pas à des entreprises qui vivent elles-mêmes de subventions, voire parfois même d'aides de la PAC, alors que ça n'a rien à voir avec l'agriculture, ça, ce n'est pas d'intérêt public. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, c'est pas compliqué, hein, l'argent, tu le crées pas de nulle part, donc il va falloir créer des emplois dans l'industrie, mais effectivement ces emplois, il va falloir les pourvoir, et bah, pour qu'ils soient pourvus, c'est pas compliqué, il faut donner envie aux gens de travailler là-dedans. Et pour donner envie aux gens de travailler là-dedans, il faut leur dire en fait qu'ils seront moins taxés que les autres parce qu'ils font un boulot qui est utile, qui est important et qui est nécessaire. Voilà, ils seront moins taxés que les autres, il y aura moins d'impôts. Il faut qu'ils aient tout un tas d'avantages sociaux, fiscaux, et pas juste au niveau de la paye, hein. Je parle au niveau, par exemple, de la retraite. Il faut qu'ils puissent partir avant. Ce qui, à une époque d'ailleurs, se faisait dans les métiers qui étaient éprouvants physiquement. Les cheminots, il y a 70 ans, effectivement, c'était un métier éprouvant physiquement, donc ils partaient à la retraite plus tôt. Et ben aujourd'hui, il faut que les entrepreneurs qui font des métiers physiques, les agriculteurs ou quoi, ils puissent partir à une retraite à taux plein avant les autres, et notamment avant tous ceux qui exercent des emplois où ils sont assis sur leur cul, comme moi, ou comme n'importe quel emploi de bureau. Voilà. Ça peut prendre aussi énormément d'autres formes hein, pour s'installer. Ça peut passer par des primes
à l'installation dans des endroits où il y a besoin. Ça peut passer par des prêts à taux zéro garantis par l'État pour acheter une maison dans le lieu où un producteur travaille, par exemple. Je veux dire, voilà, c'est tout ça que j'englobe, hein. C'est vraiment pas juste une histoire de il faut mettre le SMIC à 1600 €, ce qui est complètement débile. Mais bon, je vais pas parler de ça maintenant. Il faut qu'il y ait des abattements fiscaux, il faut qu'il y ait... Voilà. Mais vraiment, j'insiste pour les métiers utiles, les métiers de production, hein, encore une fois. Donc vraiment, c'est ça, c'est cette histoire déjà d'incitation, hein, dans le but d'inverser en fait cette mentalité qui considère que c'est normal en fait que le consultant qui branle rien de ses journées gagne plus qu'un couvreur qui va faire 10 heures par jour sous le cagnard pour réparer ton toit. Il faut qu'il y ait une inversion de la hiérarchie à un moment par rapport à tout ça, y compris au sein des entreprises d'ailleurs. Il y a cette question de l'incitation, après il y a la question, enfin l'incitation elle peut prendre des formes multiples. Après les gens qui sont au chômage, à qui on a donné une formation et qui ne veulent toujours pas aller bosser, bah il y a un moment, va falloir aussi tailler dans les aides sociales. Je suis désolée, tu sers à rien alors que tu as la capacité de, bah tu manges pas. Enfin, je veux dire, on est tous capables de le comprendre ça en fait. Voilà, vivre au crochet de la société, c'est pas un projet de vie. Donc à un moment, bah, va falloir acter ça. Tous les niveaux de l'échelle, hein. Donc ça c'est vraiment pour des trucs de court terme. Après sur du plus moyen terme, évidemment, il va falloir former. Je distingue quand même deux grandes catégories. Il y a tous les gens dans des métiers inutiles qui vont se reconvertir dans des métiers utiles pour les avantages sociaux et fiscaux que je viens d'évoquer ci-dessus, et aussi parce que, bah, je suis désolée, on n'a pas besoin de 150 000 consultants en France. Non, voilà. Pas possible. Donc pour tous les gens qui vont devoir se reconvertir, bah, évidemment, il faut leur accorder des formations, parce que tu mets pas les gens n'importe comment sans les former, même si c'est des formations qui peuvent être de très courte durée. Donc il y a la formation pour tous les gens en reconversion, mais je pense qu'il faut aussi penser en amont, à savoir la formation au niveau de l'école, au niveau éducatif. Aujourd'hui, le fait est que l'école, le collège, le lycée, ce sont des lieux où finalement tout ce qui est métier manuel, les voies professionnelles, en fait, ça n'est pas présent. Tu peux faire toute ta scolarité sans jamais avoir même vent de l'existence de métiers de production. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Et après, bah, si t'es mauvais au collège, on t'envoie en filière professionnelle. Mais pareil, ça fait pas un projet pour une société. Donc il faudrait sans doute, je pense dès le début du collège, réformer les programmes, réformer la structure du système scolaire pour y inclure la découverte des métiers de production, des métiers manuels, du métier d'agriculteur, du métier d'ingénieur, du métier d'ouvrier. Enfin, je veux dire, il faudrait qu'il y ait, voilà, ça, à l'école, on ne te l'enseigne pas et t'es juste dans les bouquins. Et ça, vraiment, c'est un énorme manque. Et ça fait que, ben, du coup, on se retrouve avec tous les mauvais élèves qui se retrouvent en lycée pro. Alors que, pour être électricien, il y a encore 20-30 ans, il fallait un sacré bon niveau de mathématiques, et c'est normal en fait. Mais aujourd'hui, bon, on s'en fiche de toute façon. Même les filières professionnelles, de toute façon, maintenant c'est de plus en plus orienté vers des métiers qui sont des métiers de service et non plus des métiers de production. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc revaloriser complètement ces filières-là, les filières professionnelles, avec tous les niveaux de qualification. Et après, bien sûr, vous allez me dire, ah bah oui, mais il faut des moyens, etc. Ben ouais, mais avec tout l'argent que l'État dépense dans des facs de sociologie pour que des gogoles à cheveux bleus aillent faire des thèses sur Buffy contre les vampires et le sexisme, moi je dis, cet argent-là, il serait peut-être mieux dépensé à former des futurs agriculteurs et des futurs ingénieurs. Juste comme ça. Parce que la gogole à cheveux bleus qui a fait sa thèse sur le sexisme dans Buffy contre les vampires à Paris 8, bah, elle sert à rien. Je suis désolée pour elle, mais elle sert à rien. Et il en va de même pour les écoles de commerce. Hein. Enfin, je veux dire, les parents déboursent des sommes astronomiques. L'État subventionne via des sommes astronomiques des écoles de commerce qui forment littéralement des parasites. À quoi ça sert en fait? Tu vois ce que je veux dire? Cet argent-là, ça peut être totalement réorienté vers la formation, vers l'innovation. Et on en vient au dernier point, qui était du coup la première cause que je vous ai évoquée, à savoir l'aspect vraiment culturel, la valorisation presque symbolique de ces métiers de production. Je pense qu'il faut mettre un terme à cette espèce de lavage de cerveau qui a lieu depuis 50 ans,
où on nous explique que faire un métier manuel, ce serait honteux, qu'il y a une humiliation profonde dans le fait d'être ouvrier ou artisan ou agriculteur, voilà, parce qu'on vaudrait mieux que ça. Je pense qu'au contraire, on ne vaut pas mieux que de manger, d'avoir des toits au-dessus de la tête et de quoi se chauffer et des médicaments, et voilà, on ne vaut pas mieux que de vivre. Tu vois ce que je veux dire? On ne vaut pas mieux que les gens qui littéralement nous permettent de vivre. Donc vraiment, il faut en finir avec le modèle culturel qui promeut l'oisiveté, la fainéantise, le fait de faire travailler son argent, voilà, mais l'argent il travaille pas en fait. C'est quelqu'un qui travaille pour produire la richesse sur laquelle après il y a éventuellement de la spéculation. Si les usines elles sont pas ici, c'est parce qu'elles sont en Chine. Donc c'est pas l'argent qui travaille, c'est les enfants chinois ou les Ouïghours. Mais c'est pas l'argent tout seul, par le truchement de l'opération magique du Saint-Esprit, qui crée de la richesse en fait. La richesse, c'est avant tout ce dont on a besoin. Et ce dont on a besoin, bah, c'est d'abord de manger et d'être chauffé et d'être logé. C'est vraiment, c'est l'essentiel, c'est horrible. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où il faut rappeler à quel point c'est essentiel de produire. T'inquiète que les Chinois, les Russes, les Brésiliens, ils s'en rappellent tous. Hein. Il n'y a que nous qui avons cru, et nos dirigeants aussi d'ailleurs ont cru au mensonge qu'on nous vend depuis 50 ans, à savoir qu'on vaut mieux que la production. Ça c'est le truc qu'ils nous ont raconté, hein. Vous valez mieux que la production, vous allez tous travailler dans des métiers de service, des métiers de bureau, etc. Vous valez mieux que ça. Vous inquiétez pas, c'est les Chinois qui vont produire à votre place, mais on en est arrivé au point où tout le monde a oublié en fait qu'il y a quand même des gens qui les produisent les trucs. c'est dingue, c'est dingue. Tout le monde a oublié qu'ils vivaient quand même sur la base d'une production matérielle. Encore une fois, même si tu es fonctionnaire et que tu vis de l'argent de l'État, bah tu manges ce que les agriculteurs ont produit, ta maison elle a été construite par des producteurs, elle est réparée par des producteurs, et l'argent qui est dans les caisses de l'État et qui servent à payer le salaire des fonctionnaires et à filer des subventions aux startups pourries du climat ou je ne sais quoi pour faire des fresques à la con, en fait, ça c'est de l'argent qui a été pris au mec qui répare ta maison. Et tout le monde a oublié ça. Moi, je suis sidérée. Alors que c'est l'évidence, tu vois. Mais bon. Donc, en fait, il faut revenir à l'idée que ce qui fait la valeur d'un travail, c'est pas combien d'argent tu gagnes et combien de parachutes dorés tu touches à la fin de l'année et si tu bosses 18 heures ou 25 heures par semaine. La valeur d'un travail, c'est aussi son utilité sociale. Et ça, tout le monde l'a complètement zappé. Donc voilà comment on convainc les gens d'aller bosser à l'usine, en leur donnant des avantages fiscaux et sociaux par rapport aux autres, en assumant qu'effectivement ils font des métiers qui sont plus importants, plus utiles à la collectivité et que donc eh bien, ils méritent d'avoir des avantages. Donc l'incitation, de la formation, il faut former tous ces gens, hein, t'envoies pas les gens comme ça sans leur apprendre à nager dans le grand bain, effectivement. Donc il faut mettre en place les structures qui permettent la formation, la reconversion vers les métiers de production. Ça me paraît assez évident. En anticipant même, hein, tu vois, les besoins qu'il va y avoir à la fois dans le public et dans le privé dans les années à venir, de manière je dis pas avoir les trucs parfaitement carrés au poil de cul près, mais d'anticiper un petit peu les évolutions de la société en prenant en compte les innovations, etc. D'ailleurs, innovation qu'il faut aussi financer, mais c'est encore une autre question, mais bref, pour anticiper les besoins, en fait, anticiper les besoins de la société, et donc anticiper les besoins en termes de main-d'œuvre, et donc les places en formation, etc. Ça, c'est des questions logistiques, je vais pas rentrer dedans maintenant, parce que de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Donc, incitation de formation. Et 3, bah, la valorisation. Voilà, culturellement, valoriser les métiers manuels. Putain, c'est tellement beau, il y a 1, 2, 3 points. J'aurais pu faire une présentation PowerPoint, mais ça fait trop consultant. Je peux pas lire les PowerPoint, donc c'est mort. Mais voilà, ça me paraît même assez simple. Et donc, au final, tu vois, la question que le gars pose là, dès le début, comment convaincre les gens d'aller à l'usine, bah, en fait, c'est une question qui est
assez simple à résoudre, et c'est un peu ce que je reproche à ces gens-là, tu vois, c'est toujours de poser la question par le prisme des individus. Oui, mais les gens, ils veulent pas travailler. Enfin, si tu fais une généralisation parce que toi, t'as pas envie d'aller bosser à l'usine, ou parce que on t'a foutu dans le crâne que c'était pas bien de travailler de ses mains, et que donc tu imagines en extrapolant que c'est pareil pour tout le monde. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Une société n'est pas un individu, justement, et il y a des moyens d'inciter les gens à travailler dans des métiers qui sont, en plus, c'est même pas juste utile, c'est qu'ils sont essentiels, ils sont fondamentaux. C'est-à-dire que sans eux, sans tous ces gens-là qui portent littéralement la survie de la France sur leurs épaules, en étant toujours plus écrasés, tu vois, qui en rajoutent toujours plus de boulets aux pieds, des poids sur les épaules, des chaînes, des machins, eh ben, ils continuent de porter la France sur leurs épaules. Et donc, en fait, c'est ces gens-là qu'il faut un petit peu favoriser, un petit peu valoriser. C'est juste assumer que les valeurs de la société postmoderne, néolibérale, là, qu'on nous vend, en fait c'est de la merde et ça va nous tuer. Donc va falloir un petit peu revenir à l'essentiel. Et l'essentiel c'est manger, produire de l'énergie pour pouvoir produire les biens qui nous sont nécessaires. Voilà. Donc voilà, c'est la question de comment donner envie aux gens, en fait c'est la plus simple. La vraie question là qui commence à être beaucoup plus difficile, c'est celle de comment tu ramènes les usines. Tu vois, les usines dans lesquelles tu vas donner envie aux gens d'aller travailler. Ces usines-là, parce qu'elles sont plus là. Là, tu vois, ça implique de se creuser un petit peu plus que sur des questions individuelles. Ça implique de remettre en cause au niveau de l'État notre appartenance à des systèmes de libre-échange mondialisés, par exemple. Tu vois, ça implique quand même d'autres questions, ça implique d'autres responsabilités qui ne sont pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais c'est juste pour vous dire que donner envie aux gens de faire quelque chose, en fait, c'est pas le truc, c'est pas ça en fait le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'usines, et c'est comment on les ramène en fait. Parce que clairement, filer des crédits d'impôt et des avantages fiscaux aux patrons d'entreprises qui ont déjà délocalisé à l'étranger pour qu'ils reviennent, comme le fait Macron d'ailleurs, hein, donc notre argent, donc l'argent des producteurs qui sont encore sur le sol français, qui sont taxés à mort, donc on prend leur argent pour le refiler via des subventions et de l'argent public et des crédits d'impôt à des salopards en fait qui ont pris les usines, nos moyens de production qui étaient sur le sol français, qui faisaient travailler des millions de gens, qui employaient des millions de personnes en France jusqu'à il y a encore quelques dizaines d'années, à une génération au-dessus, ils les ont pris et ils les ont mis où ? À l'autre bout du monde où ça leur coûterait moins cher. Là, tu commences à rentrer dans le vif du sujet. Là, tu commences à te poser les vraies questions politiques qui impliquent des décisions pas forcément faciles, qui impliquent des rapports de force, parce que, évidemment, Carlos Tavares, qui a délocalisé la production de voitures Renault après avoir acheté via des consortiums, etc., tu vois, lui, il va pas se laisser faire, en fait. Lui, c'est pas comment tu vas lui donner envie de revenir en France. Il va pas avoir envie de revenir en France parce que les Chinois lui coûteront toujours moins cher. Donc là, tu vois, on commence à poser des questions intéressantes. Le comment donner envie, oui, ça me paraît assez facile par rapport à tout ça. Tu vois, comment tu crées des fonds souverains pour que les Français, par exemple, qui ont envie d'investir, eh bien, leurs investissements ne partent pas on ne sait où, dans la bulle financière ou on sait pas quoi, mais servent à financer le retour de la production sur le sol national. Tu vois, ça c'est des idées qui peuvent être à creuser, qui sont à réfléchir, etc. Mais bon, bref, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Là, je voulais répondre à cette question, cette interpellation plus qu'il y avait sur Twitter, parce que je trouvais qu'elle soulevait des problèmes qui étaient quand même malgré tout intéressants. Et d'ailleurs, ça tombe bien, là-dessus, je donne aussi des éléments de réponse dans mon livre qui, ça tombe bien, vient de sortir. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le commander sur le site lefildactuédition.com. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. De toute façon, c'est aussi des questions qu'on va continuer d'aborder sur cette chaîne, hein. C'est quand même l'objet principal de la chaîne, c'est quand même ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est les questions politiques, mais la politique, c'est vraiment comment on organise la société de manière à ce que tout le monde à peu près ait à bouffer, qu'on puisse vivre ensemble sans trop se mettre sur la gueule, et ça sera déjà pas mal, parce que là, on n'y est même pas à ça. Donc, la paix civile et nos besoins élémentaires couverts dans une atmosphère où chacun peut chercher son bonheur et sa liberté, ça sera déjà pas mal.
parce que j'ai l'impression quand même que là en France, et notamment ces derniers mois, on a commencé à se résigner un petit peu à une situation qui est inacceptable, à des situations qui sont inacceptables, que ce soit en termes de sécurité physique, de sécurité financière, alors qu'on était un pays qui avait tout il y a 50 ans. On nous a pas tout pris encore, mais ils vont continuer de nous prendre jusqu'à ce qu'on dise stop. Mais pour dire stop, il faut aussi avoir un projet cohérent et carré à opposer à ce qui est. Croyez-moi, on n'a pas fini de parler de ces questions sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je remercie les tipeurs qui me permettent de faire ce travail. À nouveau, si vous voulez commander mon livre, Il est venu le temps des producteurs, le lien est dans la barre d'infos. J'ai aussi quelques conférences à venir pour en parler, donc ça peut être éventuellement l'occasion aussi d'une rencontre. Je vous en dirai plus dès que j'aurai tous les éléments. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Vive la France libre et surtout, prenez soin de vous.